dès le moment où on prend 2 semaines pour être tout seul, on est obligé de faire un peu face à soi-même. On commence à avoir des conversations dans notre tête. Je chantais à haute voix, des fois je pleurais. Enfin vraiment, il y avait un peu de tout. C'était un peu surprenant en fait. Je m'attendais pas du tout à vivre autant de choses émotionnellement. Même moi qui suis la fille d'un aventurier, eh ben, j'ai aussi mes peurs, j'ai aussi mes doutes. Salut, c'est Loïc, bienvenue sur Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Chaque semaine, je vous fais découvrir des invités extraordinaires, des femmes et des hommes qui ont osé se lancer et qui se sont donné les moyens d'atteindre leurs objectifs les plus fous. À travers leurs actes, ils nous montrent par l'exemple que tout est possible et qu'on a tous un potentiel exceptionnel, en réalité, un frappé qui sommeille en nous. Eux se sont autorisés à le libérer. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous pouvez soutenir le podcast en devenant contributeur sur Tipeee, le lien est en description, ce qui vous permettra d'écouter les épisodes en avant-première, de rejoindre les visios mensuels des frappés ou encore d'accéder à du contenu exclusif. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Annika Horn qui nous parle de l'aventure à vélo dans laquelle elle s'est lancée en mai 2023, depuis la Suisse jusqu'en Islande pour y retrouver son père. Vous l'aurez deviné, il s'agit de l'explorateur Mike Horn, qui s'y rendait lui en bateau. Annika nous explique avec beaucoup d'humilité sa vision du dépassement de soi, ce qu'elle a ressenti en se lançant pour la première fois de sa vie sur une aventure en solitaire, mais aussi les prises de conscience que ces 1600 km à travers l'Europe ont déclenché. Cet échange, c'est un véritable appel à s'écouter, à oser se lancer pour mieux se retrouver. Un grand merci Annika pour ce beau partage, excellente écoute à vous les frappés. Eh ben écoute Annika, je suis super content de te recevoir sur le podcast. Cette fois-ci toute seule. La dernière fois c'était avec Jessica, puis après il y avait eu Mike. Alors Mike on t'entendait pas trop, mais moi je te voyais en background dans la chambre d'hôtel en train de travailler. Mais super content en tout cas que tu reviennes pour nous parler en particulier d'une aventure que tu as réalisée en solo. Il n'y a pas si longtemps que ça, à vélo. Alors c'était, si je me souviens bien, c'était Lausanne et en Islande, je me rappelle plus du point de chute, du point En d'arrivée. En Islande, bah, le point d'arrivée, c'était Reykjavik. Reykjavik, ok. Donc la capitale, ok. Eh ben écoute, tu vas nous en parler. Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on commence par le commencement. Quand vous étiez venu avec Jessica, vous nous aviez parlé de pas mal d'expés que vous avez fait ensemble. Quand vous étiez parti au K2 avec Mike, vous nous aviez parlé même de cette traversée de l'île Bilot, je sais pas comment, je sais plus comment on Exactement, prononce, Pilot, oui. Bilot, Mmh. que vous aviez fait toute petite. Mais là, est-ce que c'était la première fois que tu partais seule cette fois-ci? Mmh. Totalement la première fois. Waouh! Il faut C'était bien quoi la commencer moti quelque part, hein. C'était quoi la motivation pour toi à te lancer dans une première aventure en solo? Alors je vais être totalement honnête, j'ai eu 30 ans cette année et du coup, je me suis dit: «Il est temps que je fasse quelque chose pour moi». J'ai toujours eu la chance de vivre des aventures, et des expériences, exceptionnelles aux côtés, de notre père, avec Jess mais j'avais cette envie, vraiment viscérale de faire quelque chose pour moi, à ma Mmh. petite échelle pour, voilà, voir, ce dont j'étais capable, pousser mes propres limites et voir si ça pouvait mener à autre chose. Ça, c'est une question que je m'étais posée quand je vous avais reçu avec Jessica. Alors, tu l'évoques, donc j'avais pas forcément prévu de commencer par ça, mais Mmh. c'est comment on se construit en tant qu'adulte, en tant que femme, quand on a un père qui a une aura telle que Mike. Surtout si, tu vois, j'ai l'impression que l'aventure, ça vous a toujours aussi un peu attiré avec Jessica, mais Mmh. euh, tu dirais que, ouais, tu dirais que c'est eu quoi comme impact sur la manière dont vous avez pu grandir et ce qui vous attire aujourd'hui en tant qu'adulte? Ouf, c'est une grande question que tu me poses. Ah, si seulement je savais comment se construire quand on vit dans un setup pareil. Justement, je pense que je suis en quête de réponses. J'essaye justement de tester un peu le terrain, de voir, où sont mes limites, à quel niveau est-ce que je m'investis dans les aventures de notre, père ou est-ce que je vais plutôt dans les miennes? Et c'est toutes des questions qui sont totalement normales d'avoir. Je pense que c'est pas Hmm. seulement mon cas. Mais en effet,
quand on vit dans une dynamique, aussi particulière et aussi intense et pleine d'aventures, des fois c'est compliqué de prendre un peu de recul et de se dire: «En fait, qu'est-ce que je fais réellement pour moi? Qu'est-ce que je fais pour les autres?» et cetera. Et donc en fait, voilà, ce trip, c'était justement pour essayer d'aller à la recherche de ces réponses-là. Mmh. Je pense que c'est voilà, le but aussi de partager cette aventure, avec toi et tes écouteurs aujourd'hui, c'est aussi de donner un peu d'espoir ou de confiance à ceux qui sont dans des situations un peu similaires et qui se posent ces questions et qui veulent, voilà, arriver au bout de ces réponses-là, quoi. Excellent. Alors peut-être juste avant qu'on rentre dans le détail du trip, pour qu'on se rende un peu compte, tu parles de rythme intense, d'un setup un peu particulier. Mmh mh. Hem, c'est vrai que enfin, de ce que je vois sur les réseaux ou parfois quand on avait échangé pour l'épisode avec, Jessica, avec Mike, heu, c'est vrai que j'ai l'impression que tu fais énormément de choses, il y a beaucoup de déplacements, Mmh. énormément de projets en parallèle. Mmh. Donc globalement, tes semaines, ça ressemble à quoi, en termes d'intensité, d'heures de travail, de sujets sur lesquels tu dois t'investir? Oh là là, encore une Vaste question encore. tu arrêtes pas, hein, tu commences fort, ça fait plaisir. C'est comme ça qu'on aime faire les choses dans la famille, donc ça m'arrange. Franchement, aucune semaine se ressemble. Elles sont toutes plus intenses que les autres. Après, il y a des périodes, bien évidemment, plus chargées que d'autres. Et les petites parenthèses, calmes, c'est vraiment quand on prend le temps d'aller, en mode aventure, avec Paps, sur son bateau ou par exemple cet été au Groenland. Et là, complète, déconnexion, Mmh. vraiment profiter de la nature et vivre dans l'instant présent. Mais après, c'est vrai qu'on jongle justement entre ce mode de vie un peu plus aventure, plus calme. En fait, en fin de compte, je vais l'appeler comme ça parce que c'est beaucoup plus apaisant pour l'esprit d'être dans dans cet environnement naturel et d'être exposé à la nature que, en fait, quand on est de retour à la maison en train de courir entre 2 meetings et d'organiser la vie d'un aventurier et d'essayer de gérer un petit business. Donc ouais, en effet, c'est une dynamique, enfin, je dirais un peu d'entrepreneur ou de start-up sans réellement être entrepreneuse ni, en train de lancer sa start-up. Je pense que tu touches un petit peu à tout, tu as une petite équipe qui est hyper polyvalente, tu es obligé de te rendre disponible tous les rendez-vous possibles et imaginables parce que c'est vraiment toi qui es un peu à la recherche de faire grandir ton business et développer toutes les choses qu'on peut pour créer l'écosystème qu'on connaît ou qu'on voit autour de Mike aujourd'hui. Mmh. Punaise. En tout cas, ça pourrait à l'époque, tu m'avais parlé de lancer un podcast un jour, peut-être que tu l'envisageais. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais si c'est le cas, ça pourrait être méga intéressant, tu vois? Alors Mmh pas mh. forcément par rapport à Mike et cetera, mais pour comprendre par rapport à cette intensité que tu décris. Ouais. Je sais pas s'il y a beaucoup de femmes à ton âge, tu vois, qui, en dehors de peut-être de l'entrepreneuriat, Mmh. l'univers startup, mais qui vivent un rythme, pareil avec, autant de sujets à gérer, autant de responsabilités finalement. Ouais, c'est vrai, bah, après, j'ai encore cette petite idée de podcast au fond de Ah ah! l'esprit, hein. Merci de me le rappeler. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on en a parlé et je me suis toujours pas mis à l'action, donc c'est un petit rappel, une petite piqûre pour moi. Merci. En vrai, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais non seulement pour, partager, mon univers, mais aussi pour faire intervenir d'autres personnes qui sont un peu dans des situations similaires ou qui peuvent en inspirer d'autres et à en fait gérer ce genre de dynamique non-stop, Mmh. voilà, donc à réaliser. Là, dans les nouveaux locaux, j'ai prévu un petit coin podcast et Trop Loïc, bien. faudrait que tu sois mon premier interviewé. Eh ben, écoute, Et allons-y. toi-même, tu m'expliques un peu comment toi tu fais et puis là, on fait un retournement de situation et c'est moi qui te pose les questions. Allez, c'est parti, rendez-vous pris. C'était pas prévu, hein, c'était je Voilà, le dis à celles et ceux qui nous écoutent, c'est je découvre, mais avec grand plaisir. super. Donc là, si on revient à la situation que tu décrivais, tu souffles ta 30e bougie. Ouais. Tu avais déjà prévu comment ça s'est passé cette idée de trip? Est-ce que tu y avais déjà réfléchi? Tu t'étais dit: «OK, à mes 30 ans, je me lance dans une aventure, ça prendra tel ou tel format», ou est-ce que ça a été une sorte de, tu sais, un peu le moment de réalisation, «Oh punaise, ça y est, 30 ans, Mmh. il faut que je fasse quelque chose»? C'était plutôt, voilà, l'option 2 là. Moi enfin, un peu comme mon père, je pense que c'est quelque chose que j'ai hérité, c'est un peu cette incapacité de trop prévoir en avance et puis de pas être trop dans la réflexion et
plutôt vivre, vraiment de manière très spontanée et donc c'est quand on ressent des émotions ou des impulsions comme ça qu'on est obligé d'y répondre et puis moi je ressens ça chez moi aussi et donc c'est vrai qu'en soufflant la 30e, bougie, là, j'étais un peu dans cet état où, j'avais une envie, une énergie, à l'intérieur de moi de vouloir faire quelque chose, mais j'arrivais pas à identifier ce que c'était réellement et hem et en fait, le trip en vélo, ça s'est vraiment matérialisé, je pense que voilà 2-3 jours avant le départ, en vrai, donc c'est pour te dire Ah à ouais. quel point c'était, spontané et c'est quand, on a lancé l'expédition What's Left, de Mike. Donc on était au port, au yacht club de Monaco. C'est, l'endroit, emblématique du départ de toutes ces expéditions et pendant qu'il partait, c'était vraiment enfin, c'était super, il y avait une énorme ambiance, on avait beaucoup de gens sur le quai en train de les saluer pendant que je voyais Mike, l'équipage, et le bateau partir un peu dans la distance et là, à ce moment-là, j'ai eu ce feeling de rater quelque chose parce que j'avais envie d'être, sur ce bateau avec lui, avec l'équipage et de commencer à vivre une aventure. En fait, j'étais un peu genre envieuse de ce qu'il allait vivre. Il était paré pour l'Islande et on était, censés se retrouver en Islande. Moi de mon côté, enfin j'aurais pris un avion pour le rejoindre, donc dans 2-3 semaines et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Mais pourquoi prendre un avion et pourquoi pas saisir cette opportunité d'avoir raté une aventure pour créer la mienne?» et puis c'est un peu là où tout s'est ficelé, quoi. Mmh. J'adore l'aventure qui se concrétise 2-3 jours avant le départ. Énorme. Oui, de temps en temps. Après, je pense que ça rejoint vraiment quelque chose qu'on dit enfin, que Mike, il dit souvent, c'est de pas forcément avoir besoin de toutes les réponses pour se lancer et c'est vrai que souvent, je pense que ça ralentit énormément de monde de se dire: «Ah non, mais j'ai pas le budget nécessaire» ou «J'ai pas la disponibilité» ou et cetera et puis, en fait, c'est un peu une manière de se trouver des excuses et moi, j'étais Mmh. la première à tomber dans ce panneau-là et à toujours me trouver des excuses et puis là, je pense que ouais, c'était vraiment un peu un déclic, si on peut appeler ça comme ça. Ça répond pas vraiment à la question parce que du coup, je saurais pas comment identifier ce qui s'est réellement passé au fond de moi. Mais c'est ça qui m'a permis de rentrer à la maison, préparer mon vélo, alors que enfin, fondamentalement, il faut qu'on le dise, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience en vélo, quoi. Genre, c'était pas vraiment mon sport de prédilection mais voilà, je me suis dit: «Bah, ça va me challenger et go, quoi». C'est hyper intéressant ce que tu dis sur les freins enfin finalement les barrières qu'on se met tout seul. Mmh mh. Dans ton cas, est-ce que tu arrives à te rappeler ce que c'était, habituellement? Est-ce que c'était, une question de disponibilité par rapport à justement cette vie hyper intense, dans la enfin que tu vis? Mmh mh. Ou est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce que c'était un sujet d'expérience, un sujet de, je sais pas, est-ce qu'il y avait autre chose? Les freins, c'est plutôt des freins qu'on s'impose soi-même et je pense que c'est plutôt des peurs, en fait, des peurs de prendre full responsabilité et contrôle de sa vie et oui, on parle d'une vie intense que je mène, mais l'intensité, en fait, c'est pas vraiment moi qui en suis le résul enfin la source, tu vois? C'est quand même Mike et Mmh. ses aventures et j'ai toujours évolué dans son écosystème à lui et si je cours à gauche et à droite, c'est pour, gérer son entreprise. Qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est la mienne et je me la suis totalement appropriée, puis je fais des projets qui me passionnent. Mais c'est vrai que c'est toujours facile un peu de se cacher dans l'ombre de quelqu'un qui fait plein de choses et de pas, prendre les devants et de faire des choses pour soi-même. Et Mmh. c'est vrai que c'est là où le frein il se situait, il se situe encore, hein, je peux te l'admettre, c'est aucun problème. Hem, mais ouais, d'avouer un peu, de faire face à ses lacunes, ses faiblesses, ses peurs et d'essayer de les surmonter petit à petit. Parce qu'en vrai, je suis fille d'aventurier, pardon, peut-être que les gens ils vont se dire: «Bah, il y a quoi? Elle a fait un trip en vélo, c'est rien du tout». Mais ça, c'était pour moi que je le faisais et il fallait que je Mmh. commence quelque part et je pense que c'est aussi le but de partager cette aventure, comme je l'ai juste dit avant, c'est de montrer qu'il y a pas vraiment de juste ou de faux et que chacun peut commencer avec sa manière de surmonter ses freins, ses obstacles que lui ou elle s'impose. Complètement d'accord. Mmh. Complètement d'accord. Et du coup, tu en as parlé avant de te lancer? Tu en as parlé à Jessica ou, à ton père? Ou alors
Je t'avoue que j'en ai parlé à mon père en descendant à Monaco avant le départ et bah, c'est un super papa, je l'adore, hein, c'est le meilleur sur terre, mais c'est vrai que pour lui, j'ai l'impression qu'il a genre c'est rentré dans une oreille et c'est sorti de l'autre, quoi. Il était là: «Ah top» et il devait être sans doute plus focus sur, les problèmes liés à son bateau, l'équipage, Ouais, l'organisation, la logistique. Donc j'ai pas perdu de temps à lui en parler ou à avoir son approval, comment tu dis en français? Avoir son son approbation ou ouais. approbation. Parce que d'un côté, encore pour revenir là-dessus, je le faisais pas pour lui, je le faisais pour moi et hem et donc li quand je lui ai dit ça, voilà, quoi, il a dit: «Ah ouais, cool, chouette», mais je pense que bien entendu, il s'est pas rendu compte de ce que je faisais réellement et donc quand il a réagi de cette manière-là, je me suis dit: «Bah, voilà, raison de plus pour le faire» parce que voilà, je vais prendre bah, en fait, en réalité aussi, c'est 2 semaines que j'ai pris un peu loin du taf, même si j'ai amené mon iPad pour faire mes emails sur le chemin, mais il avait pas besoin de savoir, j'allais dans tous les cas gérer ma baraque toute seule. Mmh. Après, j'en ai parlé aussi à Jess, à mon copain et puis c'est vraiment, ces personnes de confiance que j'ai réussi à acquérir la confiance supplémentaire nécessaire pour se lancer et je pense que là, ça, c'est un point hyper important, c'est quand on fait ce genre de trip solo, oui, c'est solo, mais souvent on a besoin de ce petit coup de pouce ou juste, ce: «Ah, c'est une superbe idée, tu vas gérer et you got it within you, you can do it», de qu'on reçoit des autres pour se lancer. Excellent. Donc à ce moment-là, le projet se concrétise. Mmh. Qu'est-ce qui se passe exact est-ce qu'il y a quand même une petite phase de planification? Tu évoquais ce que Mike dit souvent, qu'on finalement on a besoin. Je crois que le truc exact, enfin ce que j'ai en tête, c'est, on a 5 de certitude et 95 on découvre en chemin ou c'est pas quelque Mmh. chose comme ça qu'il dit habituellement? Exactement, je C'est ça? connais pas Ouais. le pourcentage exact, mais voilà, c'est dans ce Je crois que c'est sens-là. ça. Du coup, Voilà. est-ce que tu as quand même eu comment ça s'est passé vraiment le tout début de l'aventure, en tout cas juste avant que tu prennes le départ? Ouais. Est-ce que tu as quand même un peu planifié? Tu avais, des itinéraires prévus, côté matériel, nourriture et cetera, tu as organisé des choses? Comment ça s'est préparé? Ouais, bah, ça, c'est une phase qui est hyper excitante dans n'importe quelle aventure. C'est un peu, c'est cette prépa où tu dois un peu, prendre, du temps pour te focus uniquement sur ça, avec zéro distraction et c'est quelque chose que j'ai toujours, apprécié et adoré quand je voyais, Paps le faire avec ses aventures à lui. Je le voyais choisir son équipement, tracer son itinéraire et ça fait partie de l'aventure en soi, cette phase-là et donc moi, enfin, en rentrant à la maison, j'ai vite fait pris le temps de me poser et de faire un peu une liste de matos de base dont j'avais besoin et un itinéraire et vu que je savais que Mike était en direction pour l'Islande, je me suis dit: «Bah, voilà, mon but, c'est d'arriver en Islande». Après, il y avait un petit quand même, challenge logistique parce que l'Islande reste quand même une île, donc pas totalement accessible en vélo et donc voilà, enfin, j'ai juste checké sur internet s'il y avait des bateaux qui reliaient l'Islande à l'Europe, enfin à l'Europe, au Danemark. Et puis là, j'ai trouvé ce ferry qui passait par les îles Faroe et j'étais là, bon bah go, c'est ça ma destination, c'est Hirtshals au nord du Danemark. Et ensuite, je sauterai sur ce ferry. Et le petit enjeu personnel que voilà, je dis que c'est un enjeu, mais en vrai, c'était un kiff, c'est que j'avais l'objectif d'arriver à choper je pouvais seulement choper un ferry par semaine. En fait, il y avait seulement un ferry par semaine et Ah du ouais. coup, j'étais obligée d'arriver à temps et en fait, c'était un peu cet élément de: «Oh, c'est une course contre la montre et tout» qui m'a motivée d'autant plus, et c'est là où j'ai envoyé un petit texto à Paps pour lui dire: «Bah, voilà, the race is on, on verra qui arrivera le premier en Islande» et je pense que j'avais besoin, en fait, de rajouter un peu cette touche de piment, là, dans cette aventure pour me motiver au jour le jour, pour, continuer à avancer et puis de faire les kilomètres nécessaires pour arriver à l'objectif final. Du coup, une fois que tu as eu fait ta trace, tu as souvenir de la distance, du dénivelé? J'ai fait oui, la distance, enfin, j'ai tiré un trait tout droit, entre Lausanne et Hirtshals, limite, c'est vraiment un trait tout droit qui traversait, nord de l'Europe et c'était, 1 600 kilomètres et donc je me suis dit: «Bah, voilà,
j'avais quoi, 12, une douzaine de jours pour réaliser ces 1600 kilomètres. Et du coup, j'ai vite fait mon petit calcul. Je me suis dit, ah bah, ça me paraît totalement réalisable pour quelqu'un qui a peu d'expérience en vélo, mais qui sait quand même rouler. Et j'ai pas tracé d'itinéraire au jour le jour. Je commençais ma journée avec simplement l'idée d'aller en direction du nord, sans faire trop de détours, et puis de voir où je terminais le soir. Et puis c'est à ce moment-là que j'aurais pris le temps de trouver un hôtel ou un endroit où me poser pour la nuit. Trop bien. Mais Mmh. du coup, tu naviguais, c'est marrant que tu parles de ça, de cette navigation sans objectif, quotidien. Mmh mh. Parce que justement, là, je te disais en off là que il y avait le week-end des frappés, ces derniers jours Ouais, et il y a quelqu'un qui nous parlait d'un Anglais qu'il avait croisé, je sais plus où, en Allemagne ouais. et à vélo et Mmh. qui se rendait au Maroc et en fait, donc la personne qui était au week-end des frappés lui demande: «Bah, c'est quoi ton itinéraire? Tu passes par où? Quelle ville? Machin». Et Ouais. le gars lui dit: «Bah, en fait, j'en sais rien, j'ai juste une boussole et je vise le sud tous les jours». Et là, tu fais: «Ah ouais, d'accord». Donc Non, c'était ton cas là? Tu avais, globalement, tu savais que tu voulais aller au nord et tu faisais en sorte d'être sur des routes qui visaient le nord et basta? exact. Enfin bon, après, Énorme. c'est pas aussi cool que sortir sa boussole et aller en direction. Je t'avoue que j'ai quand même utilisé les petits devices que tu mets sur ton vélo et qui te donnent un peu quand même un itinéraire. Il y a des supers applications pour ça. Et je pense que genre c'était aussi un peu ces choses-là, enfin disons que cette technologie à la place de sortir la carte et la boussole, ça m'a aussi un peu donné la confiance nécessaire pour tester cette aventure. Parce que c'est Mmh. vrai que mine de rien, c'est quand même pas rien de partir toute seule sur son vélo. Après moi, j'ai aucun problème de faire ce genre de choses parce que j'ai été un peu baignée là-dedans. Mais c'est vrai que dès le moment où tu as peut-être une app sur laquelle tu peux te pencher ou un petit device GPS sur ton vélo, ça te donne quand même un peu cette confiance de savoir que tu te diriges quand même dans la bonne direction. Ouais, c'est clair, une sorte Ouais, de ligne de vie, à exact. laquelle tu peux te raccrocher, ouais. OK. Ouais, ouais. Génial. Donc 1 600 kilomètres en ligne droite, tu en as Mmh. certainement fait bien plus que ça, au final. Mmh. Ouais. Ouais, mais pas grand-chose, hein. Je suis assez fière de Ah moi. ouais? J'ai réussi à garder ma ligne, hein. OK, punaise, bravo. Tu vois, parce que non, mais ligne droite, c'est-à-dire que tu as, tu as cliqué sur le point de départ, puis ensuite le point d'arrivée et ça t'a généré l'itinéraire ou tu as vraiment Voilà. fait ligne droite, Ah d'accord, Non, OK, non, non, OK. non, oui, 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 non. D'accord, J'ai d'accord. pas Non, je fait de pensais que tu avais fait, tu vois, genre un tracé, un à vol peu d'oiseau. grossier pour voir. Ouais, ouais, non, non. OK. Mmh. Donc 1 600 kilomètres. L'objectif, c'était, comment est-ce que tu t'étais, organisé? Est-ce que tu savais globalement, tu visais la même distance à peu près tous les jours? Mmh mh. Est-ce que tu avais anticipé, je sais pas, par exemple, des terrains où il y avait un peu enfin des terrains, régions traversées où il y avait plus de dénivelé, donc là, tu étais rentré dans le détail de l'itinéraire et tu t'étais dit: «Là, bon, je ferai moins de kilomètres, donc il faut que je force ici», Mmh mh. ou est-ce que c'était vraiment, au fil de l'eau? Complètement au fil de l'eau. Franchement, j'étais vraiment que partie avec l'info en tête, qu'il fallait que j'essaye de faire une centaine de kilomètres, un peu plus d'une centaine de kilomètres par jour. OK. Et et puis que j'allais enfin, je devais pas me pousser au-delà. En fait, l'idée était vraiment de commencer assez gentiment et de faire ces centaines de kilomètres par jour et de voir comment les choses évoluaient et à la limite d'augmenter la cadence, vers la fin si je voyais que je Ouais. traînais un petit peu. Mais ouais, non, franchement, je regardais pas trop le dénivelé. J'ai tendance à prendre les choses, comme elles arrivent. Après, genre, j'ai choisi quand même, de traverser des pays qui sont pas très montagneux. Genre le plus gros dénivelé, je crois que c'était vraiment sortir de la Suisse. Donc OK. c'était les premiers jours qui étaient un peu plus hard sur les jambes et le moral. Mais une fois sorti de la Suisse et que tu arrives, en Allemagne, rurale, bah, c'était plutôt plat. Et donc c'était vraiment une volonté aussi de ma part de pas trop me challenger sur le terrain, parce que enfin, c'était une première pour moi et puis ça allait surtout être une aventure, plutôt émotionnelle et mentale que vraiment physique. Mmh. Mmh En mh. parlant d'émotions, du coup, ça a été quoi les moments forts, de cette expérience? Ouf, il y en a eu tellement, il y en a t franchement, dès le moment où on prend, 2 semaines pour être tout seul, on est obligé de faire un peu face à soi-même. On commence à avoir des conversations dans notre tête, je chantais à haute voix, des fois je pleurais, enfin vraiment il y avait un peu de tout. C'était un peu surprenant en fait, je m'attendais pas du tout à vivre autant de choses émotionnellement. Mais après il y a eu des highs, il y a eu des lows,
Par exemple, enfin, j'ai pas du tout regardé la météo avant de partir et je me suis retrouvée, je me suis dit: «Bah, voilà, le mois de mai, c'est le début de printemps, je vais être en short, t-shirt tous les jours, il va faire beau et je vais travailler sur mon beau bronzage de cycliste». Mais finalement, il a plu, genre, presque tous les jours. Vraiment, c'était non-stop et ça rajoutait un peu, genre, cet élément de difficulté d'être, en fait, constamment trempé sous la pluie et d'avancer et de quand même avancer et je pense que c'était surtout ça un des plus gros challenges, c'était cette météo qui forçait tout le monde à l'intérieur, sauf moi, parce que j'avais mon objectif de continuer et d'aller de l'avant jusqu'à ma destination. Mais après, voilà, physiquement, franchement, j'étais tellement, j'étais dans ma zone, je mettais ma musique dans mes oreilles et puis j'avançais. Donc vraiment, les plus gros challenges, euh, c'était de passer autant de temps avec soi-même Mmh. et cette météo. Tu eu de la casse aussi, il me semble, très rapidement, non? T'étais encore en Suisse à ce moment-là? Ouais, non, non, c'était la catastrophe. En vrai, de commencer sa première journée comme ça, genre, pas top. Je crois que j'étais à une peut-être genre attends, faut pas que je dise ça en Suisse, 70 kilomètres, 70 kilomètres de Lausanne, du coup, de mon point de départ. Et puis, il a commencé à pleuvoir et je suis arrivée au bout d'un cul-de-sac sur une petite route en gravel. Et voilà, comme j'ai dit, je suis pas une pro du vélo. Les chaussures à clips, je connais, mais pas si bien que ça. Donc j'ai déclipsé le mauvais côté et je suis tombée sur l'autre côté. Bref, ça arrive, mais heureusement que j'étais toute seule parce que quand j'étais à terre, j'étais, un peu, embarrassed, et aussi, bah, en fait, je m'en suis voulu de tomber comme ça de manière aussi nulle, dès le premier jour et en remontant sur mon vélo, puis en essayant de rouler, j'ai vu qu'en fait, j'avais, plié le dérailleur et que, du coup, j'arrivais plus à changer, les vitesses, ni même avancer. En fait, mon dérailleur était coincé dans les tiges, je sais plus comment ça s'appelle, Dans les rayons? dans les rayons de, Ah ouais. de la roue et c'était déjà la fin de la première journée. Il pleuvait à fond et j'étais là: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Dans quoi est-ce que je me suis lancée?» Et c'est vraiment genre grosse remise en question à ce moment-là, de se dire: «Bah, voilà, je suis encore si proche de la maison, et j'ai déjà pété mon vélo parce que je suis une débutante et je sais pas du tout faire ça» et je me suis lancée là-dedans les yeux fermés. Et donc vraiment moment un peu down, difficile, mais en même temps, je me dis: «Purée, mais c'est trop bien, c'est un cadeau que ce genre de choses arrive le premier jour, pendant que je suis encore si proche de la maison» et c'est vraiment là où je pense que le mindset qu'on a eu la chance d'avoir avec Jess en grandissant dans notre famille et avoir un père comme le nôtre, c'est là où ce mindset de no problems, only solutions, que des solutions et en fait de prendre chaque challenge, enfin petite ou grande, mais comme des opportunités pour apprendre et grandir. Parce que Mike, il dit souvent, «If you worry, you die. If you don't worry, you also die, so why worry?» Et c'est con à dire, enfin, pardon d'utiliser des gros mots comme ça. C'est bête dit comme ça, mais en fait, il a tellement raison. Donc ça sert à quoi de dramatiser une situation si, dans tous les cas, tu peux aussi t'en sortir avec le smile? Et donc c'est un peu comme ça que j'ai essayé de me reconditionner dans cet instant. J'ai pris mon vélo, je l'ai genre un peu porté poussé parce qu'il roulait plus et je suis arrivée à une sorte d'intersection où il y avait, 0 voiture malheureusement, mais une passante, avec son parapluie en train de promener son chien. Elle m'a juste regardée avec pitié et je me suis dit: «Ben, c'est en tout cas sûrement pas cette, vieille dame avec son chien qui va pouvoir m'aider». Mais je lui ai quand même fait un petit sourire un peu anxieux comme ça pour, bah, voilà, lui souhaiter une bonne journée. Et en fait, cette petite dame, telle une Mary Poppins, elle est rentrée chez elle et il y avait son fils qui, lui, était cycliste, qui regardait, le Giro d'Italia ou enfin, qui regardait du vélo à la télévision, en plus, il m'a dit plus tard et cette dame a envoyé son fils pour venir m'aider et donc ça veut dire dans l'espace de 1 heure, il est venu, il m'a un peu corrigé mon dérailleur pour que je puisse continuer à rejoindre la prochaine ville où, je pouvais éventuellement trouver un bike shop pour faire réparer, mon dérailleur.
et donc je trouve que c'est bien fait. La vie, elle est bien faite comme ça. Mmh. C'est des moments qui ouais, ça aurait très bien pu, être, tout l'opposé et la catastrophe et je me serais retrouvée à dormir dehors sous la pluie, hein. On sait jamais. Mais je trouve que genre des petites épisodes comme ça m'a donné hyper, ça m'a fait du chaud au cœur. Comment on dit? Du baume au cœur? Ouais, Ça m'a c'est donné ça. ça m'a fait réaliser que j'étais sur la qu'il fallait pas que je me remette en question, que je continue cette petite, aventure dans laquelle je m'étais lancée et pas que je baisse les bras. Excellent. La puissance des rencontres, c'est fou, hein, mais Non, c'est il y a malade. tellement d'histoires d'invités, tu vois, où comme toi, c'est, un parfait inconnu qui croise leur chemin et Mmh. parfois ça change le cours d'une aventure ou souvent j'ai des tu vois, des témoignages, ça change le cours d'une vie. Ouais. Quelqu'un qui, tu vois, qui parle d'un projet à quelqu'un d'autre, qui fait passer un dossier, Mmh. et ouais, ne jamais sous-estimer la puissance, des rencontres. Non, jamais, c'est vrai. Génial. Tu parlais des émotions fortes ou quelque chose qui t'a marqué visiblement au-delà de la météo, c'était le fait de te retrouver avec, toi-même. Mmh mh. Bah, ça, j'imagine que par rapport à la vie que tu évoquais avant, ça a été clairement un grand écart, où tu as une vie à 360, où tu travailles, entouré, d'une équipe, vous faites régulièrement des projets ensemble avec Jessica, avec, votre père. Ça a été quoi pour toi en termes de ressenti? Qu'est-ce que ça t'a fait de te dire: «OK, là, j'ai 2 semaines, elles sont vraiment pour moi, je suis dans ma bulle». C'est on prend pas le temps de faire ça, hein. Ouais. Qui prend le temps de C'est pour faire ça que je ça? te demande parce que franchement, c'est génial de s'accorder un moment comme ça. Ouais, c'est nécessaire, je pense. En fait, on vit tous, des vies tellement, intenses et on se met dans des routines et on prend rarement le temps de vraiment sortir de cette zone de confort, de cette routine pour aller s'exposer à c'est égal quoi, en fait. C'est pour juste passer du temps avec soi-même et ça devrait être nécessaire de le faire. Je pense que c'est là où on peut vraiment, réfléchir à qui on est, à qui on veut être, à nos relations, à nos ambitions, à nos rêves et c'est un moment d'ancrage, qui est pas toujours agréable, parce qu'il faut se l'admettre, des fois de passer du temps avec soi-même, ça peut être l'enfer. Mais nécessaire, je trouve, pour réajuster son tir, pour se retrouver sur, peut-être, changer deux-trois trucs, faire des ajustements pour être sur un meilleur chemin demain. Je sais pas ce que tu en penses toi? Enfin, je sais pas si Bah, ça te parle, quoi? ouais, non, non, clairement, en fait, il y a tellement de sujets sur lesquels je trouve que des moments de pause comme ça, tu vois, font du bien. Mmh mh. Ce que tu dis sur la direction et cetera, je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, où est-ce que tu veux aller? Quels sont tes objectifs? Finalement, marquer un temps de pause pour mieux repartir. C'est un peu Oui, ça, chez Apple, il y avait un slogan qu'on utilisait beaucoup qui était, «Slow down to go fast». Tu vois, c'est un peu waouh, ça pour moi, finalement, ce que tu dis. complètement. Ouais. Et puis il y a aussi, bon, quelque chose d'un peu plus pragmatique, mais je trouve que des moments comme ça où tu te mets un peu dans l'adversité, Mmh mh. ça te fait apprécier encore plus ton quotidien. Tu vois, Com derrière d'arriver, d'avoir l'électricité, juste de pouvoir prendre ta voiture pour te rendre quelque part et pas avoir à pédaler pendant des heures, ça fait, je trouve que ça remet peut-être un peu les pieds sur terre par rapport à des conforts qu'on a la chance d'avoir dans nos sociétés. Totalement. Ça, c'est une certitude. Vraiment, c'est et puis c'est pour ça que c'est nécessaire de le faire. Je pense Mmh, on serait peut-être tous plus relax et plus heureux avec ce qu'on a. mmh. Mmh. Tu dirais que s'il y a des choses que tu es OK pour partager, parce que voilà, Mmh mh. ça a été ça a été, une expérience très personnelle, mais, est-ce qu'il y a eu des changements, notables une fois que tu es revenu de cette, expédition, par rapport à toutes ces réflexions que tu as Mmh. pu avoir sur toi, tes objectifs et tout? Est-ce qu'il y a des choses concrètes que tu as mises en place ou tu vois, start, stop and continue, le fameux exercice qu'on utilise beaucoup dans les startups? Hem, ouais, non, alors, je pense que ce trip était plutôt, la phase 1 d'une longue aventure et en fait, ça a plus, ouvert une boîte de Pandore où, j'ai commencé à me poser toutes, ces questions et en fait, même si l'objectif était de faire quelque chose pour soi et de revenir avec un peu une vision plus claire de ce que je voulais faire de ma vie, ça m'a plutôt, mis dans une situation où je me posais encore plus de questions en rentrant. Donc phase de transition assez difficile,
pour revenir à la réalité. Parce que, enfin, même si on morfle pendant 2 semaines, c'est quand même des moments très intenses émotionnellement, comme on vient de le dire, et du coup, de retrouver une sorte de normalité et juste retourner au boulot et au bureau et de revoir, le les gens qui nous entourent, et ben, en fait, tu te rends compte que tu as vécu quelque chose de tellement ouf, mais quel est l'impact de cette aventure-là maintenant sur ma vie, maintenant que je suis de retour au quotidien? Et j'ai trouvé, difficile de le traduire ou d'en tirer vraiment des choses concrètes. Ça m'a plutôt fait réaliser que j'avais besoin de plus de ça dans ma vie, plus d'exposition, aux conditions un peu hors normes et à passer plus de temps avec moi. Et donc c'est un peu peut-être le downside de se lancer dans ce genre de trip, mais aussi la nécessité de le faire, c'est à f the more you do it, the more you want it. Mhm. Mais je pense que voilà, ça te parle aussi, quoi, donc Un c'est trip en comme appelle un autre. voilà. Et donc je suis encore en train d'essayer de transformer cette aventure-là et peut-être celles qui vont venir en des actions concrètes, tu vois? Voilà, je te dis vraiment avec toute honnêteté que je j'ai pas encore réussi à vraiment, à en faire quelque chose de très concret, parce que ça m'a plutôt fait réaliser que, j'en voulais plus. Mhm. Ce qui est aussi Excellent. une réponse en soi, en vrai. Ouais, clairement, Voilà, clairement. tu vois? Toute ma vie, j'ai un peu, suivi les traces, de Mike. J'en fais mon métier, je voyage à ses côtés, on a la chance de vivre des choses exceptionnelles. Hem Et cette aventure-là m'a fait me rendre compte que je pense que je suis aussi, un peu plus comme lui que ce que je l'avais Heu, ce que j'avais espéré, parce que voilà, c'est quand même pas facile, de vivre dans ces baskets, je pense. Hem Et qu'il faut que je l'identifie exactement, la manière dont je vais le faire, mais à ma sauce. Mhm. Et donc tu penses que la réponse viendra, sur le terrain? C'est-à-dire en faisant d'autres types de projets, enfin d'autres trips, comme celui que tu as fait à vélo, c'est ce qui te permettra, d'affiner peut-être, là où tu veux aller, de trouver ton sens à toi? Je sais pas, c'est une bonne question, mais il y a de fortes chances, oui. Excellent. Est-ce que c'est un teasing que tu nous fais là? Est-ce qu'il y a déjà un projet à venir qui est en train de se monter et que tu évoques pas vraiment dans les détails, mais il est déjà là? Toi, tu es fort Loïc, hein. Ah non, non, c'est pas de teasing, en tout cas rien, que je veux révéler ou dévoiler aujourd'hui. OK, ça marche. Donc in fine, tu étais parti pour 2 à 3 semaines. Le trip total, c'est-à-dire au moment où tu es arrivé, c'était au Danemark, hein, c'est ça le ferry? Oui, exact. Un village qui s'appelle Hirtshals, au nord du Danemark, et c'était, 13 jours. Ça m'a 13 pris jours, 13 OK. jours, en fin de compte. Donc j'avais anticipé 12 pour avoir un peu de marge, pour attraper le ferry à temps, et du coup, voilà, 13 jours plus tard, je suis arrivée, à Hirtshals, et puis c'était déjà la fin de cette aventure-là. C'est ce que j'allais te demander. Parce que si j'ai bonne mémoire, en Islande, tu pas vraiment pu rouler à cause des Non. conditions météo, hein, c'est ça? C'était, impossible, impossible. Je suis arrivée du coup, quand j'ai pris le ferry depuis le Danemark, on est passé par les îles, Faroé, et ensuite 3 jours après avoir quitté le Danemark, on est arrivé à l'est de l'Islande, et Reykjavik, le point de rendez-vous avec, Paps et le bateau et l'équipage était à Reykjavik, à l'ouest. Et donc j'avais comme ambition en arrivant, vu que j'avais déjà de l'avance, sur Paps, de faire la traversée en vélo. Sauf que, bah, voilà, comme je t'ai dit avant, je suis partie, de Lausanne quand, il faisait beau, les fleurs étaient en pleine floraison, et j'ai pris mon petit short et mon t-shirt, et en arrivant en Islande, il faisait genre presque 5 degrés, il y avait tellement de vent, et puis du coup, je me suis retrouvée un peu, pas absolument pas prête pour, cette aventure-là, et donc tous les vols ont été annulés, les bus aussi, donc je me suis retrouvée à devoir, me loger dans un petit hostel le temps de quelques jours pour que la météo se calme avant de pouvoir rejoindre, Reykjavik, mais du coup en bus, parce que je pense que je me serais tuée sur le chemin sinon. Et le
ton sentiment à l'arrivée, au Danemark, sans savoir du coup que ça allait être en fait, in fine la fin du trip. Mmh mh. Mais est-ce qu'il y avait déjà, est-ce que tu te souviens déjà d'émotions, fortes ressenties à ce moment-là? Oui, c'était hyper fort, mais très, je sais pas comment on traduit bittersweet en français? Hem, ouais, c'est pas sucré amer, Mmh. je sais plus, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Et et j'étais hyper contente. J'avais vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose pour moi, pour la première fois dans ma vie. Donc vraiment, émotionnellement hyper intense sur ce niveau-là, mais en même temps, super triste que c'était déjà terminé. Mmh. Et ça, je pense que toute personne qui ont déjà fait, leurs propres aventures ou qui même sont partis faire des voyages avec des copains ou de la famille, hem, ils se sont déjà mis dans enfin, ils se sont déjà rendus compte de ce sentiment où que tu es tellement triste que quelque chose de si bien arrive déjà à sa fin. Mais après l'enjeu, le challenge, c'est comment est-ce que tu vas poursuivre? Comment est-ce que tu vas garder, en fait, ce momentum? Comment est-ce que tu vas, les transformer en ta prochaine aventure et cetera? Et je pense que ça, c'est quelque chose que je me suis pas en fait, c'est en finissant cette aventure-là, en arrivant à Hirtshals à temps pour le ferry et en ayant accompli un peu ce mini challenge que je m'étais fixé, que je me suis rendu compte pour la première fois du sentiment que Pabst devait avoir à la fin de ses expéditions. Parce que Mmh. souvent, en fait, il en parlait, mais tu as vraiment de la peine à comprendre ce qu'il veut réellement dire. Pourquoi est-ce qu'après 2 ans d'expédition, à vraiment souffrir, à frôler la mort, à se mettre dans des conditions atroces, quand tu rentres à la maison, tu as juste envie de repartir? Tu vois, je galérais à comprendre un peu cette notion de tu as souffert pendant 2 ans, tu rentres à la maison et tu es déjà en train de prévoir ta prochaine expédition. Et en fait, à ma petite échelle, de m'être retrouvée dans cette situation, ça m'a permis un peu de mieux le comprendre et puis aussi d'apprécier, en fait, ce qu'il faisait, la raison pourquoi il faisait toutes ces choses-là toute sa vie. Ouais. C'est un super point. Je pense qu'effectivement, ceux qui sont déjà partis un peu dans des voyages longs, ou, enfin longs, pas forcément longs, mais des voyages dépaysants en tout cas, je Oui, pense que c'est peut-être ouais. ça la clé. Je pense que c'est peut-être Mmh. le dépaysement. Je sais pas qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que ça a été plus ça que finalement la durée? Le fait Ah d'être oui, hors de... Ouais. ouais, ouais, complètement. Dès qu'il y a une notion de nouveauté, de découverte, je pense que c'est ça l'ingrédient secret. Hmm. Ouais. Mmh mh. Et en parlant de découverte, ça me fait penser à une autre question. Tu as voyagé quand même partout dans le monde. Tu as du camp de base du K2 Mmh. sur l'île au Canada, en passant par à peu près toutes les mers du monde, je pense. Mmh mh. Est-ce que tu as quand même, est-ce que tu quand même été surprise par les paysages que tu as traversés en Europe? Alors pas surprise, c'est pas le mot, mais parce que ça ressemble franchement beaucoup à ce que je connais en Suisse. Hmm. Et le fait d'être dans des coins d'Allemagne ou de France ou même de Suisse que j'aurais jamais découvert si c'était pas pour cette aventure, en fait, ça m'a genre, j'étais tellement contente. Je me dis: «Mais tu prends jamais le temps de forcément, explorer, la région, rurale qui entoure, ton village natal», par exemple. Enfin, je trouve que souvent on se dit: «Ah, une aventure, elle doit forcément avoir lieu hyper loin de chez soi Ouais. et d'être totalement dépaysé». Mais on parlait de dépaysement avant. Moi, j'ai ressent ça m'a pas c'est pas des paysages qui m'ont surpris, mais je me suis sentie dépaysée dans le sens où j'aurais jamais mis les pieds dans ces endroits si c'était pas pour cette aventure-là. Et ça, c'est fort, c'est de se dire, je roule avec, les petites roues de mon vélo sur une route que j'aurais jamais parcourue si c'était pas pour cette aventure-là. Et ça, c'est un énorme cadeau et j'avais vraiment énormément de comment on dit? Gratitude. J'étais Mhm. hyper reconnaissante de vivre des choses aussi simples que ça, aussi proches de chez moi. C'est un super point. Ça me fait penser, j'avais fait un épisode, s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent creuser le sujet Mmh mh. de finalement de voyager, de partir à l'aventure à côté de chez soi. Ouais. J'avais fait un épisode avec Chloé Dardelais qui fait des micro-aventures. Ouais. Donc durée très courte, le temps d'un week-end, à je sais plus combien de centaines de kilomètres max de chez elle, puisqu'il faut Mmh qu'elle mh. puisse y aller rapidement. Et Mmh en mh. fait, moi ça m'avait, comme tu dis, cet épisode il m'avait un peu ouvert les yeux parce qu'elle fait des trucs
enfin, complètement fous que j'ai jamais fait. Mmh Par mh. exemple, tu vois, le tour d'un lac en packraft, et elle fait ça au cœur de la France, finalement, et tout le monde peut y aller, tu vois? C'est pas, il y a pas besoin de prendre l'avion, c'est pas loin, en termes de budget, c'est carrément accessible. Ouais. Et ça avait été un peu l'épisode qui m'avait ouvert les yeux, et d'ailleurs, je crois qu'après ça, je sais pas si c'était après son épisode, mais à l'époque, je vivais encore en Suisse. J'étais Oui. parti me faire Mmh mh. une nuit blanche, une nuit à la Belle Étoile, Ouais. à côté de Bâle. Moi, je OK. travaillais et je vivais à Bâle. Ouais. Et en fait, c'est un truc tout bête, mais pareil, tu vois, j'avais jamais fait ça. Je m'étais retrouvé dans un coin où je serais sans doute jamais allé, comme tu Ouais. dis, si c'était pas pour faire ça. Et le fait de se réveiller avec, tu vois, sur son duvet, son matelas, en plein air, avec vue sur les Alpes suisses, Mmh mh. alors que j'allais travailler le lendemain, hein. Je m'étais dit: «Mais Ouais. c'est fou, en fait, je viens de vivre un truc, enfin, tu vois, j'avais jamais fait. C'est un peu Ouais. une forme de dépassement, en tout cas une manière de casser sa routine, et Mmh c'était mh. fabuleux. Donc, Ouais. je comprends tout à fait ce que tu dis, ouais. Complètement et puis je pense que si on peut en tirer un petit message ou un call to action, on peut encourager tout le monde à le faire. Faut faut le faire. Ouais. Bah, écoute, c'est ce que ça allait être une de mes questions. Juste avant ça, peut-être, tu vois, en termes de prise de recul, alors là, c'est peut-être plus une question pratico-pratique sur la logistique du voyage ou les Mmh mh. apprentissages que tu as pu faire. Mmh mh. Si tu devais refaire un trip à vélo, qu'est-ce que tu ferais différemment par rapport à celui-ci? Mmh. Qu'est-ce que je ferais différemment? Je Prendrais je une patte de dérailleur de rechange. déjà bravo, exactement. Je prendrais une patte dérailleur de rechange. En effet, je pense que pour moi, c'était un peu une intro au bikepacking. Le next step pour moi, ce serait de prendre, ma propre, tente, sac de couchage et de dormir dehors. Mmh. Sur cette aventure-là, on l'a pas encore dit, mais vu que, voilà, j'étais encore, timide face à à mes capacités et face à ce challenge, j'ai décidé de passer, des nuits dans des hostels ou, des hôtels, le long du chemin pour, voilà, avoir, accès à la douche et de pouvoir charger mon GPS et de repartir le lendemain. Mais maintenant que cette aventure est faite sous cette forme-là, j'ai quand même l'impression de ne pas avoir été totalement immersée dans la immergée ou immersée? Immergé, ouais. Immergée dans la nature et d'avoir pas pu vivre, l'aventure à son full potentiel et donc ce que je referais différemment sur une prochaine aventure, c'est que je dormirais dehors. Génial, génial. Super. Est-ce que tu aurais, peut-être en guise de conclusion, un message, tu vois, à faire passer par rapport à tout ce que tu as évoqué sur le dépassement, le fait de sortir de sa zone de confort, et Mmh un mh. message notamment et en particulier pour celles et ceux qui hésiteraient encore à se lancer eux-mêmes dans leur propre projet? Oh, oui, j'en ai tellement, j'en ai tellement. J'espère qu'en partageant cette aventure, je peux inspirer ou motiver ou donner un petit coup de pied au cul à ceux qui rêvent de faire des petites choses ou des grandes choses, mais qui ont pas encore trouvé ce courage et j'aimerais aussi dire à ces personnes que même même moi qui suis la fille d'un aventurier alpha mâle, balèze comme Mike et ben, j'ai aussi mes peurs, j'ai aussi mes doutes, hem et j'ai des lacunes par rapport à la confiance que je peux avoir en mes capacités et donc peut-être d'entendre ça, ça peut faire du bien et de se dire que, bah, voilà, on est tous un peu dans le même bain et puis qu'on n'a pas tous toutes les réponses et qu'on n'est pas tous les plus forts sur terre et que si on a une boule d'énergie ou une impulsion à l'intérieur de nous, qu'il faut répondre à ces choses-là parce que c'est quand même signe qu'on veut se pousser et qu'on veut aller au-delà et Mmh. et donc voilà, je pense que c'est pour cette raison-là que je partage cette aventure qui, à la base, est quand même assez personnelle et assez intime et j'en suis hyper fière, mais sur papier, c'est vraiment pas grand-chose, hein, il faut se l'admettre et je pense que, de l'avouer, d'en parler et de se dire que peut-être que ça peut encourager d'autres personnes à faire leur petit trip, mais en vélo, à pied ou même prendre le train ou même sauter dans sa voiture et traverser, un pays tout entier ou rencontrer du monde sur le chemin. S'ouvrir aussi à découvrir des nouveaux paysages, à parler à un étranger. Toutes ces choses-là, tant que c'est quelque chose de nouveau, tant que c'est de la découverte, tant que c'est au-delà de notre ordinaire, ça va que nous enrichir et apprendre à mieux se connaître. Parce que c'est important de passer du temps avec soi
pour mieux se connaître et ajuster son tir pour être une meilleure personne le lendemain. Génial. Merci beaucoup Annika. Bah, écoute, j'espère que ça donnera envie à celles et ceux qui nous ont écoutés, en tout cas à quelques-uns de faire ce premier pas, Ouais. et de se lancer. En tout cas, quand on écoute ton récit, clairement, bah, ça donne envie d'oser et de peut-être de casser sa routine de temps en temps. Comme tu l'as Oui. dit, moi je suis aussi convaincu que c'est méga important parce que c'est ça qui redonne peut-être du sens ou Mmh. qui permet d'apprécier ce qu'on a au quotidien. Donc, Exact. un immense merci, d'avoir, bien voulu partager avec nous ce que tu as vécu sur ce trip. D'ailleurs, la question horrible que je pose en fin d'épisode, enfin horrible, la question que je pose en fin d'épisode, Ouais. ce qui est pas du tout le bon moment, mais tu lui as donné un nom à ce trip ou pas? C'est une c'est une bonne question et je n'ai toujours pas donné de nom à ce trip. OK. Le vélo non plus d'ailleurs. J'avais vu dans tes posts que le vélo avait pas de nom, mais, ça a Ouais. changé ça? Non, oui, oui, j'ai eu plein de super recommandations de ma petite communauté et du coup, j'arrive pas à choisir entre les suggestions. Donc je laisse encore, le nom open. Peut-être qu'il va se définir sur une prochaine aventure. OK, génial. Donc Un grand, grand merci Annika pour ton temps, pour ce que tu as bien voulu partager. Bonne, réunion, parce que si j'ai bien compris, tu enchaînes mmh et puis, bon hivernage au Groenland. Tu vas retourner sur le bateau là? Exactement, oui, Trop c'est bien. juste. Mike, il est actuellement au Groenland en train de trouver un petit spot, sur la côte est pour passer l'hiver. Donc voilà, on va suivre un de ses rêves de jeune aventurier et c'est de se faire prendre dans la glace et d'avoir comme camp de base ce bateau dans un univers glacial et de faire des mini expéditions, de faire des trous dans la glace, d'aller se plonger dans l'eau. Hem, voilà, de vraiment vivre, mais à l'état purement sauvage. Ça va être intense, mais j'ai hâte. Trop bien. Merci beaucoup Annika. À À une très vite. prochaine. Oui, à très vite. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet échange avec Annika jusqu'au bout. J'espère que cet épisode aura allumé en vous cette petite flamme de l'aventure, cette envie irrésistible de vivre quelque chose de différent, cet appel de l'inconnu. Si ça a été le cas, dites-vous qu'il y a très certainement dans votre entourage des gens que le témoignage d'Annika pourrait inspirer également à se lancer. Alors prenez votre smartphone maintenant, copiez le lien de l'épisode depuis votre plateforme d'écoute et envoyez-le à au moins une personne qui hésite encore à se lancer. Merci beaucoup pour votre fidélité, n'hésitez pas à m'envoyer vos feedbacks ou vos suggestions d'invités, soit par email à hello@lesfrappés.com, soit via Instagram sur le compte lesfrappés.podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on part à la rencontre d'un Français expatrié en Norvège et dont l'objectif est de devenir aventurier professionnel.